Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur Radio J. Ce matin, la classe politique semble avoir trouvé une nouvelle bonne raison de s'émouvoir. Et ce, au moins, si l'on en croit une partie des médias et des journaux israéliens. Et cette raison, ce sont les propos tenus hier par Binyamin Netanyahou sur l'un de ses comptes Twitter et Facebook, et dans lesquels il affirme qu'il serait impossible d'entamer une procédure d'audience contre lui, juridique donc, sans lui permettre de la clôturer avant les élections du 9 avril. C'est la manchette ce matin du Israël Hayom, et le journal de citer l'ex-juge Moudrir, qui est l'un des conseillers et avocats de Binyamin Netanyahou, qui suggère tout simplement de reporter la publication des conclusions au lendemain des élections, afin qu'il n'y ait pas, selon lui, d'injustice. Yair Lapid réagit, le leader de Yesh Atid réagit à ces propos. Monsieur Netanyahou aurait dû lui-même exiger de Avichai Mendelblit qu'il publie sa décision avant les élections. Quant à Shelly Yechimovitch, la nouvelle présidente de l'opposition du Parti travailliste, elle affirme qu'il y a un grand danger pour la démocratie lorsque quelqu'un possède la force de détruire les institutions de la justice israélienne. Quant à Tzipi Livni, elle a affirmé qu'en se prononçant de la sorte, Binyamin Netanyahou s'aligne sur la ligne des émeutiers d'Amona. Enfin, Tamar Zandberg, la leader de Meretz, affirme dans les médias dès hier soir que M. Netanyahou est un, je la cite, délinquant professionnel. Il parle bien et sourit tout en menaçant le conseiller juridique du gouvernement afin que celui-ci ne publie pas ses conclusions dans les affaires judiciaires le concernant. Quant au conseiller juridique du gouvernement Mendelblit lui-même, il a affirmé que selon la loi, rien n'empêchait un Premier ministre de rester en fonction même après la rédaction d'un acte d'accusation conditionné par une audience. Les journaux et en particulier le site Ynet cite ce matin par contre, une autre déclaration bien plus virulente de Mendelblit. Il s'agit en fait de sa réaction à des propos tenus il y a quelques jours par le président de la coalition, le député Likoud David Amsalem, qui avait déclaré que des millions d'Israéliens n'accepteront pas une inculpation du Premier ministre. De tels propos, affirme Mendelblit, sont irresponsables. Et en marge, la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui est l'une des leaders de la nouvelle droite, a affirmé hier que les juges sont devenus brusquement silencieux. Elle répondait à la présidente de la Cour suprême, Esther Hayout, qui avait demandé au public de laisser la justice faire son travail. Mati Tourfel, dans le Israël Hayom, souligne que nous ne sommes qu'au début de la campagne électorale, mais que ce sera bel et bien Avichai Mendelblit qui sera le principal acteur de cette campagne. En attendant que Mendelblit prenne cette place de personnage central, il la laisse pour l'instant dans les médias et dans les sites d'information à Avi Gabay, le président du Parti travailliste, qui depuis qu'il a limogé brutalement, le sait, Tzipi Livni, semble engagé sur une pente glissante de manière irréversible. Selon les quotidiens israéliens de ce matin, plusieurs députés travaillistes ont entamé une démarche visant à le destituer. Il nous a détruits, il faut qu'il rende les clés, affirment certains de ses responsables travaillistes. Chaim Schlein, dans son éditorial dans le Israël Hayom, se demande qui aurait pu imaginer qu'un jour le Parti travailliste, réincarnation du Mappa historique, se retrouve dans les sondages avec moins de 10 mandats. Et Chaim Schlein déplorait également que dès son élection, Gabay se soit engagé sur la voie suivie par d'autres formations à gauche de tout sauf Bibi. Face justement au dernier sondage qui confirme le morcellement incroyable de la classe politique israélienne, le président sortant de la Knesset, Yuli Edelstein, est cité dans le Israël Hayom et il affirme que cette multiplication des partis est un véritable danger pour la démocratie israélienne. Et puis le sondage du jour, on le trouve ce matin dans le Jérusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise, un sondage qui confirme la tendance à l'effritement remarquée dans les autres instituts de sondage depuis 2-3 jours. Selon le Jerusalem Post, le Likoud obtiendrait, si les élections avaient lieu aujourd'hui, 30 mandats, 14 pour le parti de Benny Gantz, qui n'a toujours pas fait la moindre déclaration politique, 12 pour la liste arabe unifiée, 11 pour le parti de Lapid, 9 pour la nouvelle droite, 9 également pour le parti travailliste, 100 le parti de la Tnoua. Quant au foyer juif, à la Tnoua de Tzipi Livni, eh bien, il ne passe pas le seuil d'éligibilité. Mais ce qui est tout aussi intéressant dans ce sondage, eh bien, ce sont les avis des Israéliens interrogés selon
lesquels 51% de l'opinion publique israélienne estime que M. Netanyahou doit démissionner si le conseiller juridique du gouvernement devait l'inculper, même sous condition d'audience. Et justement, ce matin, dans le site Ynet, le professeur Gabi Zimen publie un éditorial dans lequel il met en garde contre ce qu'il appelle l'industrie des sondages. Il affirme que la plupart de ces sondages ne sont pas représentatifs et que leurs résultats sont dans la plupart des cas faussés, mais il déplore que la presse soit frappée par cette maladie du sondage à l'outrance. Le supplément du Shabbat du Israël Hayom consacre sa page d'ouverture cette semaine à l'entretien émouvant qu'il a réalisé de Shira et Amichai Ishran, ce jeune couple qui a été grièvement blessé lors de l'attentat à l'entrée d'Ofra il y a maintenant plus de 3 semaines et qui a perdu 3 jours plus tard le petit bébé qui avait vu le jour dans des circonstances tragiques. Shira et Amichai racontent leur seule et unique rencontre commune avec leur bébé quelques heures avant sa mort et nous lui avons dit que nous l'aimions. C'était particulièrement difficile de prendre congé, ont déclaré les jeunes parents qui reviennent sur le drame, sur l'attentat dont ils ont été victimes et qui surtout font véritablement passer un message d'optimisme et de foi inébranlable. Tous les quotidiens reviennent ce matin sur les événements qui se sont produits hier à Hamona avec le démantèlement brutal de plusieurs caravanes installées illégalement il y a 3 semaines, une évacuation qui s'est soldée par une vingtaine de policiers et de 2 ou 3 manifestants blessés. Et les journaux se font l'écho de la colère des responsables des localités juives de Judée et de Samarie qui ne comprennent pas pourquoi le Premier ministre est empressé de donner l'ordre d'évacuer ces caravanes alors que parallèlement il suspend l'évacuation de la localité bédouine de Khan el-Ahmar dans le désert de Judée qui a été déjà pour l'instant pourtant validée depuis longtemps, depuis plusieurs mois par la Cour suprême. Le Premier ministre, lui, a demandé au chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, de convoquer son attaché militaire pour lui demander pourquoi il n'a pas arrêté l'évacuation de ces caravanes à temps, alors qu'apparemment il aurait dû le faire selon les ordres donnés par Binyamin Netanyahou. Et puis le Maariv, lui, insiste ce matin sur les déclarations faites hier par le président égyptien Al-Sisi qui a affirmé que la coopération entre Israël et l'Égypte n'a jamais été aussi forte. Dans un entretien à la chaîne CBS, Al-Sisi a fait allusion à l'apport de Tzahal dans la lutte contre le terrorisme de Daesh dans le Sinaï. L'ensemble des quotidiens se penche également ce matin sur les conclusions de la commission destinées à répartir les subventions de médicaments dans le cadre du panier de la santé publique. Le président de la commission a reconnu que cette mission lui laissait toujours un goût amer parce qu'il y aura toujours des malades laissés pour compte. Ran Reznik, dans le Israël Hayom, parle dans son commentaire de faillite de la santé publique en Israël, à la suite de la publication de cette répartition. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par le Makor Rishon qui nous révèle que le nombre d'Israéliens qui sont montés sur le mont du Temple au cours de la dernière décennie a été multiplié par 6. Selon des données, il y avait 5600 juifs israéliens qui ont visité le mont du Temple en 2009. Il y en a eu 35 600 en 2018. Et l'on peut parler également de changements de tendance très nets quant au nombre de touristes étrangers qui sont montés sur le mont du Temple durant cette même période pendant ces 10 dernières années. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias de ce vendredi matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité pour le mot de la paracha. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.